Vous nous suivez de partout, Madame, Messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous. Je sais qu'au-delà des frontières de la République démocratique du Congo, vous êtes connectés pour suivre votre rendez-vous de chaque dimanche Info 7. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine et aujourd'hui, votre magazine a le réel plaisir de recevoir Diony Kaninda. Qui est-il? Il est journaliste promoteur de Congo Market TV, une chaîne YouTube que vous connaissez certainement, mais il est également journaliste, éditorialiste. Bonsoir. Bonsoir Noëlla, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Congo Web, merci pour l'invitation. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir partagé parce que Congo Web c'est un média. D'abord je signale que ma toute première émission politique, je l'ai passée sur Congo Web. Donc c'est toujours un plaisir pour moi quand je reviens ici pour parler de l'actualité du pays, pour parler de toutes les questions ayant trait à la société congolaise, à tout ce qui concerne la politique, les médias. C'est toujours un plaisir pour moi. Merci. Vous avez évoqué que vous êtes également intéressé par la politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, quel est votre regard de la situation sociopolitique de l'heure en RDC ? Madame, il faut d'abord noter que nous sommes dans un tournant décisif de l'histoire de ce pays. Parce que je considère que nous, jeunes de notre génération, nous sommes, permettez-moi la redondance, une génération sacrifiée. Sacrifiée pourquoi? Lorsque vous regardez dans le paysage médiatique, la plupart de ceux qui nous ont précédés dans ce métier nous ont utilisés d'une certaine manière. C'est vrai qu'il y a toujours des exceptions, il y a des patrons qui ont fait exception, mais je crois que pour la plupart, nous avons connu des patrons qui ne nous ont pas aidés à émerger comme des journalistes indépendants, libres. Pourquoi? Parce que nos médias dans ce pays répondaient souvent aux dictats des politiques qui n'ont pas permis l'essor de ce pays. Qu'est-ce qui est à la base de ces situations? Justement parce que la plupart des médias congolais répondaient des politiques qui, eux, à leur tour, répondaient des patrons qui n'étaient pas démocrates, qui ne voyaient pas l'intérêt de la RDC, l'intérêt des Congolais. Du coup, les journalistes congolais ne pouvaient pas exercer librement comme ça peut se faire aujourd'hui. Aujourd'hui, les journalistes sont libres. Ils peuvent même parler, ils peuvent critiquer, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, écrire tout ce qu'ils veulent. Ils ne seront pas en prison. Est-ce que si l'État congolais subventionnait les médias comme on le voit sur d'autres sites, on pouvait éviter cette situation? Bien évidemment, la subvention des médias, mais aussi le renforcement des capacités des journalistes pour pouvoir travailler de manière assez professionnelle, non pas dépendre des humeurs de directeurs des informations. Moi, je me souviens d'où je venais, quand j'étais encore engagé quelque part, on pouvait débattre des questions au niveau du conseil des rédactions, mais à un certain moment, le directeur des informations vous dit « Je suis le garant de la ligne éditoriale », il s'impose, il dit « Ce sujet-là ne va pas passer » et il ne va pas passer. Donc, il y a d'abord la subvention des médias, comme vous l'avez dit, mais aussi permettre aux journalistes de travailler de manière professionnelle, de manière, en suivant, je voudrais dire, la déontologie et l'éthique, et non pas suivre les dictats des directeurs des informations qui dépendent des dictats des patrons des médias. C'est ça qui va donner un peu plus de liberté à nos médias. Donc j'étais en train de dire que nous sommes une génération sacrifiée d'abord de par nos médias, mais aussi de par les dirigeants de ce pays qui n'ont pas aidé les journalistes à pouvoir s'épanouir, à ce que le journaliste soit des personnes qui travaillent selon leurs convictions, même s'il y a une ligne éditoriale à suivre, mais que les journalistes travaillent selon ce qu'ils comprennent. C'est au moins ça qui a manqué dans notre Est-ce que ce que vous êtes en paysage. train d'évoquer, là, on peut le retrouver chez vous, Diony Kaninda, qui laisse ces journalistes travailler dans la liberté, mais tout en respectant la déontologie journalistique? La liberté, madame, c'est ça même le mode d'exercice de la profession chez moi, parce que
Il suffit de dire à la personne qu'est-ce qu'il faut faire au départ. La personne sait qu'est-ce qu'il doit faire au départ, dans son contrat, dans son engagement, il sait à quoi s'en tenir, mais tout le reste, la personne est responsable. C'est ça même la notion de la responsabilité du journaliste. Je crois que c'est très important. L'actualité congolaise, madame, messieurs, reste dominée par cette victoire de Léopard de la République démocratique du Congo. On en parle juste après ce dossier. Donc maintenant, on reste concentré. Vraiment, on est à 2 pas de la Coupe du Monde. Pour l'acquis, vraiment une maturité, une maîtrise impressionnante. Donc vraiment, je suis très fier de vous, le peuple congolais est fier de vous. Voilà. Honneur dans ces pays. De Léopard de la République démocratique du Congo. Là, c'était le président de la République juste après cette victoire. Félix Antoine Tshisekedi est allé encourager et féliciter les Léopards. Denis Kaninda, comment as-tu trouvé la prestation de Léopard? Parce que nous savons que... Permission, madame, comme on ne peut pas prendre du champagne sur le plateau, je vais demander qu'on me donne de l'eau, s'il vous plaît. On vous donne une bouteille d'eau. Aujourd'hui, madame, c'est une fête. C'est une fête, c'est une fête. 48 ans après, la RDC est qualifiée. Voilà, vous pouvez prendre votre... Ah, sorry, le micro n'était pas ouvert. Je vais prendre une bouteille d'eau en l'honneur des Léopards, la victoire des Léopards de la République démocratique du Congo. Non, mais vous savez, ce que je regrette. Non, je vais d'abord dire quelque chose. Un jour, je m'amusais à regarder sur YouTube. J'ai vu une chanson. Il y a déjà votre bouteille d'eau qui est prête. Non, non, non. Ça, c'est à l'honneur de nos pauvres. Voilà. J'étais en train de m'amuser à regarder sur YouTube, à regarder les chansons de nos artistes du gospel. Je suis tombé sur une musique de frère Henri Papa Moulaja. Alors, je vois, il y avait beaucoup de likes. Mais à côté de ces likes, il y avait 850, vous voyez, les gens qui n'aiment pas là. Mais c'était une belle musique. Mais 850 qui n'aimaient pas, qui ont liké, qui ont mentionné « je n'aime pas ». Contre cette belle musique. Contre cette belle musique. Alors qu'il y avait plus d'1 million de gens qui aimaient. Alors je me suis dit, mais je vais dire ça en lingala. Niveau ya mutema mabe ya ba congolais et l'équipe niveau à passi ya ba congolais. Ça signifie que les Congolais, certains, ont atteint un niveau d'un mauvais cœur, ce qu'on appelle mauvaise foi, qui dépasse même le niveau de la souffrance des Congolais. Mine de rien. Il y a des gens qui ne voulaient pas, qui étaient chez eux en train, donc ils étaient en train de grasser les dents pour que les léopards perdent. Ah bon? Vous étiez avec ces personnes? Moi je me dis, mais c'est quel niveau? Je suis entré dans une station, dans une station pour prendre le carburant. J'entends une dame dire, ne vous en faites pas, on va perdre à 2 buts à 0. Ah bon? On perdra ce match. Je dis, madame, vous êtes une sorcière. Vous lui avez dit ça? Oui, j'ai dit ça. Vous êtes une sorcière. Vous voyez à quel niveau les Congolais n'aiment pas le Congo, le Congolais n'aime pas les Congolais. Mais Dieu merci, n'en déplaise à ceux qui ne voulaient pas qu'on gagne, ceux qui sont dans l'opposition sorcellérique, qui ne voulaient pas qu'on gagne, mais les fauves ont gagné. Ils ont été confondus. Et j'ai vu un président qui aime son pays. Un président qui aime... Non, ça, l'image, cette image que vous venez de nous montrer, ça fait combien d'années qu'on a vu une image comme ça? Toutes les un autorités président étaient qui là. communie avec les joueurs. Le Premier ministre était là, bravo. Le président de l'Assemblée nationale, tous ces gens-là qui étaient là. Moi, j'ai dit, c'est ça qui manquait à la RDC. Des autorités qui accompagnent l'équipe nationale pour aller arracher cette qualification.
Non, mais c'était une fête aujourd'hui. Et pour ça, je vais quand même prendre une gorgée. Nous vous permettons de prendre cette gorgée. Aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent. Certaines personnes estiment que l'RDC n'est pas prête pour aller à cette compétition Qatar 2022. Non, mais ça, c'est encore ce que je disais. Le niveau de la mauvaise foi dépasse le niveau de la souffrance. C'est vrai que notre équipe souffre. C'est vrai que nous avons des problèmes au niveau de notre sport. Il y a beaucoup de problèmes. Vous savez, moi, je ne suis pas très sportif. Je suis assez politique. Mais tout ça, ça relève de la mauvaise foi. Dans le sport, je crois que ce qu'on doit d'abord privilégier, c'est la bonne foi, c'est confesser que nous allons réussir, que ça va aller, encourager les fauves et tout. C'est ce qui manque à notre équipe. Mais sinon, nous avons des joueurs, nous avons des talents éparpillés à travers le monde que nous pouvons faire venir au pays. Et que si les dirigeants mettaient un peu de bonne foi aussi, en donnant un peu plus de moyens, le président de la République a déjà promis que, bon, si l'équipe arrivait à se qualifier, il va il va décorer cette équipe. Non, mais c'est déjà ça qu'il faut. C'est déjà ça qu'il faut pour que notre équipe puisse prendre le destin en main, puisse nous amener. Nous voulons voir notre équipe jouer dans le mondial. C'est ce qui nous manquait depuis 48 ans. Mais au moins, avec Félix Tshisekedi, nous allons revivre ça. Pas seulement lui, mais avec nos joueurs et notre président de la République et tous ceux qui aujourd'hui pensent que les choses doivent changer. Je pense que nous allons y arriver. Il reste 2 matchs pour la RDC afin pour que l'équipe puisse avoir son billet pour ce grand rendez-vous sportif. Si il vous est demandé aujourd'hui de donner un petit conseil par rapport à la prestation, par rapport à ceci, qu'est-ce que vous pouvez dire aux dirigeants sportifs? Non, moi je crois que tout ce qu'il faut par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est un peu plus de travail, mais aussi demander à l'entraîneur de beaucoup rester au pays. Comme les spécialistes l'ont dit, il faut qu'il soit là, qu'il prenne beaucoup de temps de pouvoir travailler avec l'équipe, parce que ceux qui sont déjà qualifiés ne sont pas les moindres. Il faudra que l'entraîneur reste au pays pour pouvoir travailler de manière assidue avec l'équipe pour que finalement nous soyons à la hauteur par rapport aux enjeux qui nous attendent. Qu'est-ce qui se passe à l'Union nationale de la presse du Congo? Madame, Messieurs, nous allons débattre sur ce sujet juste après ce deuxième dossier de cette rétrospective de la semaine. C'est au nom du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que le Premier ministre Jean-Michel Tsamalukonde a procédé ce jeudi depuis Mbinza-Ozone au lancement officiel du projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa. Ce projet dénommé Kinelinda est financé à hauteur de 500 millions de dollars américains par la Banque mondiale. Il permettra de résoudre notamment la question des pénuries en eau potable dans la mégapole Kinshasa. Prenant tour à tour la parole, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, le gouverneur de la ville de Kinshasa et le vice-président de la Banque mondiale. Ces personnalités ont souligné l'importance du projet Kinelinda qui vient à la rescousse de la population dans divers secteurs. Pour sa part, le Premier ministre a salué le lancement de la mise en œuvre de ces projets de grande envergure qui permettra à son terme la desserte en eau potable de plus d'un tiers de la population quinoise, tout en promettant le suivi de cette impulsion venue du président de la République et chef de l'État Félix Tshisekedi. Et nous sommes venus ici ce jour, c'est pour représenter son Excellence Monsieur le Président de la République au lancement justement du projet Kinelinda, un projet fait avec la Banque mondiale et de grande envergure, parce qu'une fois que le projet sera terminé, toutes les 3 phases, ça sera pour au moins un tiers de la desserte en eau de la ville province de Kinshasa, avec une capacité de 330 000 m3. Et donc nous on est très enthousiastes, très heureux d'être ici ce jour pour répondre à une question sociale qui est très attendue par la population ici à Kinshasa. Qu'elle soit rassurée que son Excellence Monsieur le Président de la République est très soucieux justement de sa condition sociale. D'une durée de 2 ans, le projet Kinelinda vient également renforcer la résilience de la capitale congolaise aux inondations et autres catastrophes, tout en améliorant l'aménagement du territoire, les infrastructures urbaines,
les services et la modernisation des établissements informels. Les investissements de durabilité du projet Kinelenda ciblent des sources de revenus spécifiques pour Kinshasa en s'appuyant sur des projets existants. Ces projets visent aussi la gestion des déchets solides et l'assainissement. Nous revenons de l'audience, nous opposant à M. Jean-Marie Kassamba. À l'audience passée, nous avions eu à comparaître. Le tribunal a déclaré sa saisine. Mais pour avoir une beauté de contradictoire, nous avions dû demander une remise à la date d'aujourd'hui afin que M. Jean-Marie Kassamba puisse comparaître personnellement. Et nous avions initié la procédure et relancé aussi. Et à la date de ce jour, l'affaire a été appelée. Les avocats de Jean-Marie Kassamba étaient bel et bien dans la salle. Mais malheureusement, comme le dit la loi, ils devaient être munis d'une procuration pour solliciter une remise. Faute de cette procuration, le tribunal a estimé qu'ils étaient en défaut de comparaître, alors on leur a demandé de se retirer de la barre. Et le tribunal a requis les défauts à leur charge. Le tribunal a passé à l'instruction, l'affaire a été instruite, le tribunal a été suffisamment éclairé et nous avons plaidé en démontrant le bien fondé de notre demande auprès de cette juridiction. Nous avons fait voir ici, par citation directe, que M. Jean-Marie, M. Joseph Mamba Kassamba, notre client, a saisi par voie de citation directe du tribunal pour les infractions de faux et usage de faux dans l'endroit de M. Jean-Marie Kassamba. Nous avions plaidé, nous avions démontré au tribunal en quoi consistait le faux. Johnny Kaninda, depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, il y a eu plusieurs projets. On a eu le 100 jours du président de la République. Aujourd'hui, les Congolais se posent encore des questions autour de ces 100 jours, tout ce qui a été dit. Est-ce que les 100 jours, aujourd'hui, on peut dire que c'est réellement une réalité en RDC? Mais aujourd'hui, on nous lance encore le projet Kinelenda. Est-ce que c'était important de lancer un autre projet tant qu'il y a plusieurs projets en cours? Il faut qu'on lance et qu'on lance encore. Et qu'on relance encore, madame. Il faut qu'on lance des projets à Kinshasa. Mais parce que cette ville était morte. Ce pays était mort, madame. Rien n'allait. La RDC, madame, c'est comme un malade qui est dans les urgences. La RDC? Oui. C'est un pays qui est... Tout est à refaire, madame. Même les routes qu'on a construites ici, c'est à refaire. Il suffit de creuser pour voir que c'est juste quelques centimètres. Vous savez ce qui se passait? On vous donne, on dit, pour construire 1 kilomètre de route, c'est 1 million de dollars. L'entreprise qui vient prendre l'argent pour construire la route, on dit, bon, madame, messieurs, vous avez le marché, mais au lieu de 1 million de dollars, vous allez percevoir 600 000, mais vous allez signer 1 million. Vous êtes d'accord ou pas? C'est ce qui s'est passé. Si vous êtes d'accord, c'est ce qui s'est passé. Vous êtes d'accord, on vous donne 600 000, mais vous signez là-bas 1 million. Et vous vous retrouvez avec les 600 000, le reste là c'est bouffé par les gens du camp du statu quo. Ceux qui ne veulent pas que les choses changent aujourd'hui. Ceux qui sont en train de crier dans tous les médias, ceux qui commencent à vouloir dire qu'aujourd'hui c'est la dictature, ce sont eux, ils ont bouffé l'argent de la République, madame. Et comme ça, vous vous retrouvez avec 600 000, vous ne savez pas que faire avec, au lieu de construire une route avec une couche bien bétonnée. Non, mais c'est plutôt des goudrons fantaisistes. Après quelques années, c'est des trous partout qu'on commence à couvrir aujourd'hui avec l'opération lancée par le Premier ministre 03 à Kinshasa. C'est parce que les gens ont bouffé l'argent de la République et ils ont les kilos de parler encore dans les médias aujourd'hui. Donc, Kinelenda, c'est une réponse efficace à ce manque d'infrastructures dans la ville de Kinshasa. Ça va couvrir les communes de Matete, Lemba, Kisenseo et autres. Avec au moins 8 millions de Kinois qui seront touchés. Avec 196 000 emplois qui seront créés. Il faudra attendre 2 ans, mais la population s'impatiente par rapport aux différentes promesses du président de la République. Au moins aujourd'hui, il y a des projets qui sont lancés, dont l'argent est décaissé et effectivement dirigé dans le projet. Hier, quand on lançait le projet, l'argent n'allait pas dans le projet, l'argent allait ailleurs. Mais aujourd'hui, au moins avec la patrouille financière de l'IGF, Gilles Alinguette, que je salue en passant, on sait au moins que si on décaisse 5 millions, ça va aller dans le projet et ça va être exécuté.
Au moins aujourd'hui, on sait ça, madame. Kinelenda, on sait au moins que ça va atteindre 8 millions de Kinois. Ce n'était pas le cas hier. Quand on mettait des projets en place, c'était pour enrichir des gens. Vous suivez, madame, avec nous tous, vous suivez le procès Boukangalonzo. Vous découvrez ce qui s'est passé dans ce pays avec le Premier ministre Matata Pogno, qui a dit qu'il venait faire face à la justice congolaise, mais aujourd'hui il voulait fuir. Mais heureusement qu'il n'a pas pu fuir. L'ancien Premier ministre parle bien d'un acharnement. Mais quel acharnement? C'est ça le problème des Congolais. Quand il s'agit des petits Congolais, là c'est la justice. Mais quand il s'agit des gros poissons, acharnement. Là c'est l'acharnement. Alors qu'ils ont volé. On dit détournement, oui, détournement, c'est un mot là créé par les politiciens pour se protéger parce que le petit peuple ne détourne pas. Mais ce sont eux qui ont détourné, mais aujourd'hui ils sont où? Ils sont cachés au Sénat. Et après ils vont vous dire non, non, on n'a pas respecté les immunités. Quelle immunité? On a levé les immunités. C'est une fois pour toutes. Quand on lève les immunités, tous les dossiers qui étaient en suspens ressuscitent. Et on vous poursuit. Il faut que les gens répondent de leur mauvaise gouvernance. Donc, les projets que nous avons vus là, que vous avez fait montre ici au Congolais ou aux Kinois, c'est des projets qui permettent aux Kinois de pouvoir revivre comme des humains. On n'avait pas d'eau dans cette ville. Au moins maintenant, le président Tshisekedi dit qu'il a trouvé ce projet-là dans les tiroirs, le projet de l'usine de captage, les gens qui font la route pompage, ils voient que les travaux sont en cours. Mais ça, il fallait qu'il y ait une volonté quelque part et une détermination pour servir les Kinois et non servir aux intérêts de quelques individus. Vous avez parlé tantôt du travail que fait l'IGF, mais quand est-ce que les Congolais vont ressentir des résultats de ce travail dans le social? Mais c'est déjà en cours, madame. Comment ça? Est-ce que vous savez que maintenant où nous parlons, maintenant où nous parlons, la route Kassine-Dibéni, 85 km, c'est en cours, c'est en train d'être construite. Donc, les gens qui disent qu'on ne ressent pas, on ne voit rien, c'est parce qu'ils voient leur ventre. Mais le ventre, pour qu'on réponde de cette situation, madame, il faut y aller doucement. La dictature dont on est en train d'accuser le président de la République aujourd'hui, c'est parce que le président veut aller doucement avec les choses. Vous savez qu'il y a des personnes qui se sont donné ce qu'on appelle le monopole d'importation des vivres frais dans ce pays. Il n'y a que eux qui peuvent importer les poissons. Et le gouvernement s'est dit, comme vous résistez aux tractations avec le ministre, le gouvernement dit, ok, on va décaisser 6 millions de dollars pour faire venir 27 000 tonnes de poissons depuis Namibie. Mais des gens vont aller s'entendre avec des entreprises qui ont accepté de pêcher des poissons pour la RDC, pour torpiller cette action-là. Ah bon? Ça, c'est une révélation que vous êtes en train de faire? Non, mais madame, mais c'est triste. C'est triste. Mais je venais de dénoncer que le fait que le gouvernement ait contracté avec les mêmes entreprises qui ont refusé pour le produit de fin d'année. Le gouvernement a signé avec son homologue, le gouvernement namibien. Mais le gouvernement namibien ne pêche pas des poissons. C'est des entreprises privées qui pêchent. Quand vous signez, on vous donne un quota, on vous donne votre quota, 27 000 tonnes, mais après, il faut maintenant signer avec des entreprises privées pour que ces entreprises pêchent pour vous et vous ramènent le poisson. C'est ce que le gouvernement congolais a fait. Mais maintenant, regardez que des entreprises congolaises sorcières, des entreprises congolaises sorcières, vont aller se dire avec les entreprises qui avaient signé pour dire, chers amis, ceux qui vont signer vont pêcher comme Nabiso et Koufi. Alors ils ont commencé à torpiller la démarche. Dieu merci, on a trouvé des entreprises sérieuses qui sont maintenant en train de pêcher pour ramener. C'est vrai que le temps ne joue pas en notre faveur, mais comme c'est avec le gouvernement que la RDC avait signé, la RDC va devoir renégocier avec le gouvernement namibien pour qu'on nous donne encore un délai supplémentaire, de sorte que les poissons viennent à Kinshasa. Johnny Kaninda, vous êtes journaliste de très longue date. Qu'est-ce qui se passe à l'Union nationale de la presse du Congo? Ce qui se passe, madame, c'est encore une fois le camp du statu quo. Vous savez, je l'ai toujours dit, nous sommes en train de vivre un moment où nous avons un camp du changement et un camp du statu quo. Un peu comme dans la politique. Un peu comme dans la politique. Et dans ce camp du changement, dans le camp du statu quo, ils ont leurs journalistes,
ils ont leurs magistrats, ils ont leurs médecins, ils ont ils ont tout. Donc la politique a impacté tous les domaines. Des gens qui s'est retrouvés dans le système d'hier. On appelle ce système-là la Kabylie. On appelle ce système-là la Kabylie. Mais c'est un système qui regorge même des journalistes. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que moi, je voyais venir ce qui se passe là. Ah bon? Je voyais venir. J'ai appelé M. Jean-Marie Kassamba. Je lui ai dit, je sens qu'il y a une guerre sans merci qui se déclenche dans les médias. Je voudrais qu'on se retrouve autour d'une table pour parler entre tous les journalistes politiques. Qu'on se parle. Il y a lieu de pouvoir réfléchir dans nos émissions sur des idées, sur des opinions des autres, sans pouvoir se rentrer dedans. Il ne m'a pas écouté. Et voilà que lui qui est le président de la ville de Kinshasa, maintenant il est rattrapé. Il est rattrapé et je crains beaucoup pour lui. Je crains beaucoup parce que les preuves qui sont contre lui au niveau de la justice aujourd'hui, je ne sais pas comment il va s'en sortir. Je ne sais pas comment. Voilà, madame, messieurs, prenons ce troisième dossier qui va nous permettre de parler de la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo, partie sous état de siège. En séjour de travail de la province du Sud Kivu, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a tenu une parade militaire au camp Sayo de Bukavu. Gilbert Kabanda a, à travers cette causerie morale, éclairé sur la probabilité d'une instauration de l'état de siège de la province. Pour le patron de la Défense nationale, cette option est inenvisageable. Quant à la question de l'incursion des hommes armés à Bukavu, après la maîtrise de la situation, Gilbert Kabanda a appelé les éléments des forces armées à la vigilance. Nasengi bino ndenge na lobaki na liboso message au commandant suprême na ya gouvernement na pesi bino. Soyez très vigilants. Depuis que je suis arrivé, j'ai organisé, parce que le commandant m'a dit qu'Azan a véhicule d'organiser la patrouille par des véhicules civils loués pour 10 jours. Soyez très vigilants pour que Bukavu, le Kivu, l'Est en général, ne soit pas de nouveau déstabilisé. À l'issue de ces échanges, Gilbert Kabanda dit également rencontrer différentes préoccupations soulevées par les militaires. La ville a été agressée, il faut détecter les agresseurs, il faut les neutraliser si nécessaire, et il faut prendre des dispositions pour que cette agression ne puisse pas se rééditer. Ce sont des doléances qui doivent être programmées, planifiées et budgétisées. Ça demande de l'argent. Je suis déjà dans ce processus, donc ils ne m'ont rien présenté de nouveau que je ne connais pas. Juste après, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant s'est rendu à l'hôpital militaire régional de Bukavu. Sur place, Gilbert Kabanda a visité les blessés de guerre qui sont hospitalisés avec un engagement ferme de la poursuite des prises en charge de soins médicaux. La nuit du mardi au mercredi 2-3 de ce mois-ci, ce qui s'est passé ici. De partout, des coups de balles. On se lève le matin, la vie et la ville sont paralysées. On a attrapé combien de ces gens qui ont dérangé la ville de Bukavu? Nous l'avons souligné, ils n'ont pas traversé Nyantende, ils n'ont pas traversé Bagira, ils n'ont pas traversé Chiriri, ils n'ont pas traversé le lac ici pour rentrer au Rwanda. Ils ont disparu dans cette ville. Ils ont disparu dans cette ville, à n'importe quel moment, n'importe quoi peut se passer. L'inquiétude demeure et c'est ça la paralysie que la population est en train de décrire. Le petit texte que j'ai présenté au ministre ici, l'éveil de conscience, j'ai fait une petite page. Vu les situations que nous étions en train de traverser nous-mêmes, parce que nous étions comme une cible, j'ai fait cette petite page, mais adressée à tous les chrétiens et à toutes les personnes de bonne volonté. Et là, nous avons pris ce petit document pour en faire une catéchèse auprès de nos chrétiens
dans les différentes paroisses, dans les différents groupes, pour que chacun sache qu'il est responsable de la sécurité de l'autre et pas penser que c'est un inconnu qui viendra aider pour la sécurité sur place. Bukavu est maintenant la cible de l'ennemi, Judy Kaninda. On a l'état de siège dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il y a deux voix qui se lèvent pour dire que l'état de siège ne produit pas des résultats attendus. Je crois que ceux qui disent ça sont des personnes impliquées dans les tueries de l'Est du Congo. Je suis désolé de le dire. Parce que je ne comprends pas que nous puissions nous opposer à l'état de siège sans alternative. Les gens qui s'opposent à l'état de siège, demandez-leur, c'est quoi votre proposition? Ok, on met fin à l'état de siège et après vous proposez quoi? Parce qu'il a été démontré, vous avez suivi ce que l'évêque dit. L'archevêque de Bukavu. L'archevêque de Bukavu. Ce sont nos compatriotes de l'Est eux-mêmes qui sont à la base de l'insécurité qui règne là-bas. Parce que l'administration civile a montré ses limites. Ils étaient des complices de ces groupes armés. Des gens s'est retrouvés dans le réseau qui trafique avec le Rwanda pour nos matières premières, nos richesses du sous-sol. Ce sont les gens qui dirigent l'Est du Congo qui sont trempés dans cette complicité. Alors comment voulez-vous que vous puissiez aujourd'hui demander au président de la République de mettre fin à l'état de siège pour remettre ces autorités-là qui sont impliquées dans l'insécurité dans l'Est du Congo? Non mais c'est être malade. Ce n'est pas aimer le Congo. Là où plusieurs personnes se posent des questions, c'est plus les élus de ce coin qui ne veulent pas de l'état de siège à l'heure actuelle. C'est pourquoi je voudrais apporter d'abord ici mon soutien à notre confrère Israël Mutombo, qui est sous menace aujourd'hui de ces députés-là. Parce qu'ils nous ont dit que l'état de siège ne produisait pas de résultats. Mais au moins notre confrère, coup de chapeau à lui, il se déplace, il arrive sur les lieux, la population témoigne en faveur de l'état de siège, mais il est objet aujourd'hui de menaces de mort. Israël Mutombo, dit Papa Sango, est victime de menaces de mort. Et nous on dit gare à ces gens-là. Gare à eux parce qu'ils nous ont fait croire que l'état de siège ne portait pas de fruits, il n'y avait rien sur le terrain. Alors que notre confrère trouve les moyens d'arriver sur le terrain, il interroge la population dit oui à l'état de siège. Mais seulement qu'il faut donner des moyens, un peu plus de moyens au FRDC pour qu'il fasse le travail de ratisser large et ramener la paix. Il faut plus de moyens. Et lorsque l'archevêque de Bukavu dit, c'est nous, les peuples de Bukavu, qui devons nous lever pour dire non à l'insécurité. Il n'y a personne qui peut venir nous sécuriser plus que nous-mêmes. Mais c'est tout ce qu'on demande à nos compatriotes. Madame, vous savez que l'état de guerre qui est dans l'Est du Congo prive à tous les restes du Congo la jouissance. Parce que le problème de sécurité de l'Est du Congo, c'est un problème budgétivore. Le gros du budget de l'État va dans l'Est du Congo pour acheter des munitions, pour entretenir les forces armées. Mais si la paix revient dans l'Est du Congo aujourd'hui, au moins on va penser à améliorer les conditions salariales des policiers, des militaires, des enseignants, des infirmiers, des magistrats et autres. Donc moi je crois que c'est une question sérieuse. Le président de la République ne peut pas reculer. Ne peut pas reculer pour mettre fin à l'état de siège. Donc vous soutenez les propos de Jean-Marc Kabunda qui dit que l'état de siège restera jusqu'à ce que la paix redevienne dans ce coin du pays. Je le soutiens à 200%. Parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il faut pour ce pays. Ceux qui refusent l'état de siège, madame, posez-leur la question, à la place, vous voulez quoi? Ils n'ont aucune proposition. Il n'est pas temps de remettre sur la table le rapport mapping. Oui, mais le rapport mapping, ce n'est pas la RDC, madame, malheureusement. Ça, il appartient au Conseil de sécurité des Nations Unies de pouvoir remettre ce rapport sur la table.
Comme ça, ensemble avec l'état de siège, c'est pour certaines personnes et ça pourrait amener vite des résultats et la paix sera rétablie dans ce coin. Il y a des gens qui doivent répondre des 6 millions de morts dans l'Est du Congo. Ces gens-là, aujourd'hui, ils ont les kilos de marché aujourd'hui à Kinshasa, librement. Ils ont les kilos de passer dans les médias aujourd'hui, alors qu'ils sont cités dans ce rapport-là. Mais vous avez un président dans ce pays qu'on dit de lui dictateur, nanani, nanana, mais c'est lui qui assure la paix, la sérénité à tous ces gens. Parce qu'il suffit aujourd'hui qu'il les lâche et qu'ils seront ramassés l'un après l'autre. 30 millions de dollars américains du Rwanda pour le village moderne en faveur de sinistrés de l'éruption du volcan qui a eu dernièrement à Goma. Des voix se lèvent pour demander à la RDC de dire non à cette cagnotte parce que pour certaines personnes c'est une rétrocession. Et le Rwanda fait cette proposition alors que le pays est cité dans ce qu'il y a eu dernièrement à Bukavu. Bon, je vais parler comme un Congolais. Si le Rwanda doit nous restituer ce qu'il nous a pris, où est le problème? Si on doit aller dans l'ironie, parce que les gens disent non, non, c'est une rétrocession. Mais si le Rwanda, moi je dis, mais si le Rwanda doit nous restituer ce qu'il nous a pris hier, où est le problème? Les travaux seront exécutés par les ingénieurs de l'armée rwandaise. Madame, vous savez, nous avons tendance à penser que les Rwandais sont nos ennemis. Oui. Tendance à penser où? Oui, ici à Kinshasa. Mais allez-y à Goma. Allez-y à Gisenyi, madame. Nous Kinois, nous avons une manière de regarder le Rwanda. Mais il faut poser la question à nos compatriotes de l'Est du Congo. Est-ce qu'ils voient les choses comme les Kinois les voient ici? Est-ce que quand vous êtes à Goma, quand vous êtes à Gisenyi, quand vous êtes au Rwanda, est-ce que les gens voient les choses comme nous ici à Kinshasa? Parce que nous à Kinshasa, bon, on se limite à aller à Kingakati, comme aujourd'hui c'est dimanche, les gens vont à Kingakati, les gens vont à Nzela, Maï, tout ça, et on s'arrête là. Et puis quand on parle du Rwanda, on voit le Rwanda, l'agresseur, mais on ne voit pas ce côté-là d'un pays voisin qui peut nous rendre la vie difficile, mais qui peut aussi nous rendre la vie facile. Lorsqu'il y a eu éruption à Goma, nos compatriotes sont allés où? Il faut poser cette question-là aux Kinois qui disent non, non, 30 millions là c'est une rétrocession, nanani, nanana. Lorsqu'il y a des problèmes à Goma, les gens vont où? Est-ce que vous savez que nos compatriotes de Goma, il y en a qui vont travailler le jour au Rwanda et qui viennent dormir à Goma? Est-ce que vous savez qu'il y a des Rwandais qui viennent travailler à Goma le jour et qui rentrent dormir au Rwanda le soir? Est-ce que les Kinois le savent? Donc à un certain moment, madame, nous devons dépassionner le débat. Le Rwanda, c'est un pays voisin, au même titre que l'Angola, au même titre que l'Ouganda, au même titre que la Zambie, ainsi de suite. Donc s'il y a des questions qui concernent les vies de nos compatriotes, et si c'est le Rwanda qui doit travailler pour l'intérêt des Congolais, moi je ne vois pas de mal, madame. Alors qu'ils sont cités dans ce qui s'est passé là-bas, il n'y a pas à craindre qu'ils puissent encore davantage infiltrer. Mais ça revient à qui de pouvoir le faire, à pouvoir établir la culpabilité du Rwanda. Ce n'est pas aux Congolais, c'est à la justice internationale. C'est à la justice internationale. Le rapport Mapping, vous venez d'en parler tout à l'heure, ça existe, madame. Et moi, je pense que pour ça, nous ne pouvons pas nous dire, s'il y a un pays voisin, membre comme nous du Conseil, membres de l'ONU, et nous sommes aussi membres de pays des Grands Lacs. S'il y a un pays des Grands Lacs qui veut venir travailler, collaborer avec la République démocratique du Congo, où est le mal, madame? Où est le péché? Non, non, nous devons dépassionner les débats. Nous devons transcender nos humeurs pour que ce pays se reconstruise.
même avec nos ennemis. S'il faut que nos ennemis viennent pour reconstruire le Congo, madame, moi je suis d'accord. Parce qu'il est temps que le Congo se développe. Il est temps qu'on construise ce pays. Les routes dont je vous ai parlé ici tout à l'heure, d'une valeur de 300 millions de dollars américains, signées entre l'Ouganda et la RDC, entre le président Tshisekedi et le président Yoweri Museveni. L'Ouganda n'a pas attaqué la RDC à un certain moment. Est-ce que nous avons refusé cela? Et pourquoi nous allons refuser pour le Rwanda? Les 300 millions que nous avons signés avec l'Ouganda, nous avons accepté pourquoi? Cette route-là ne va pas bénéficier aux Congolais? Non, madame, nous devons penser à construire ce pays. Les gens n'ont pas aimé ce pays, ils l'ont détruit, ils ne veulent pas qu'il se construise. Ils ont gardé les milliards de Congolais, ils les ont dans leur poche. Merci, nous allons trouver des Kalinda. partenaires pour reconstruire le pays. Le bloc a démontré ses forces dans les rues de la capitale de la République démocratique du Congo le week-end pour dire non au bureau, au Kadima, donc le bureau installé, investi de la Commission électorale nationale indépendante. Il s'est agi d'une forte mobilisation. La marche du bloc patriotique a fait vibrer Kinshasa ce samedi 13 novembre. Les différents militants et sympathisants de plusieurs regroupements politiques, notamment la Mouka et FCC, ainsi que certains acteurs des structures de la société civile, ont pris d'assaut les rues de la capitale. Cette marche a débuté au niveau de l'Emba Terminus, sous l'encadrement de la police nationale congolaise. Avec banderole et calico en main, le manifestant réclame notamment la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. Accompagné de certains leaders politiques tels que Emmanuel Chadari, Oba Minaku, Félix Kabange, tous du PPRD, et Devos Kitoko de l'ECD ainsi que Lisanga Boganga de la DISOC, le marcheur ont bravé l'appui afin de dire non aux nouveaux animateurs mis en place à la tête de la centrale électorale. biso pe défilé oyo tokotika te kina ya kolongwa na président ya zeni wana ndenge banomaki mokonzi na ye pe banome ye peuple congolais akotaki ye te esengeli alungwa. Tout au long de leur parcours, les manifestants scandaient des chants pour exprimer leur désapprobation à l'actuelle gestion de la res publica. Ici est de souligner que plusieurs autres manifestations se sont signalées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la République. Faisant référence à l'adresse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi du vendredi 22 octobre, les cadres et militants du mouvement tshisekidiste pour le développement et la démocratie MTDD Fédération du Congo central se sont réunis en session extraordinaire pour parler des enjeux sociopolitiques de l'heure, précisément des élections. À l'issue de leurs assises, dans une déclaration, la Fédération du MTDD Congo central a exprimé son soutien au processus électoral déjà déclenché. C'est à l'aube de l'adresse du chef de l'État à la nation, son Excellence le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, le vendredi 22 octobre 2021, que la Fédération du Congo central du mouvement tshisekidiste pour le développement et la démocratie, MTDD en sigle, s'est réunie en session extraordinaire, rassemblant tous les cadres du MTDD venant de tous les coins de la province, notamment de Matadi, Boma, Mwanda, Madimba, Lukula et j'en passe. Pour le MTDD, l'heure n'est plus aux crises politiques à répétition, mais à la paix. À cet effet, ils ont lancé un appel à l'adresse de la classe politique de se préparer pour 2023. Sous le leadership du président national du MTDD, le commandant Ilunga Lukunga Serge, nous ménagerons aucun effort à encourager la classe politique à se préparer pour les échéances de 2023. Le mouvement tshisekidiste pour le développement et la démocratie s'engage et se prépare déjà pour ces grands rendez-vous que tant d'autres partis ainsi que regroupements politiques doivent emboîter les pas.
Notons que cette rencontre a connu la participation des représentants du MTDD venus de Matadi, Boma, Moanda, Madimba et Lukula. MTDD Mata, 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 Tinazou. Martin Fayoulou, Adolphe Mouzito, absent de la marche de samedi. Bon, je vais parler de Yamafa et de Adolphe Mouzito. Madame, laissez-moi d'abord donner mes observations par rapport à ça. Allez-y. J'ai échangé avec mon aîné Gilbert Biladi, qui me parlait de deux époques différentes. Il me parlait de la démocratie sans peuple qui a commencé avec Mobutu. Aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, nous nous retrouvons dans une démocratie avec le peuple, qui suppose que il faut que toutes les initiatives qui se prennent aillent en faveur du peuple congolais. Ça signifie que de la part des responsables politiques, il leur revient de pouvoir jouer aujourd'hui sur des marches qui vont dans le sens des intérêts de la population congolaise. Si votre marche n'est pas assise sur les intérêts du peuple, vous n'aurez pas de gens. Mais hier, on a eu des gens dans la rue. La ville de Kinshasa, madame, compte plus de 14 millions d'habitants. Je dis bien plus de 14 millions d'habitants. Et dans une ville de plus de 14 millions d'habitants, quand vous avez 10 millions 350 personnes. 10 millions de... Non, madame, attendez. Attendez. Cette foule-là... C'est une démonstration des forces. Cette foule-là, si nous sommes sérieux... FCC, ensemble... Si nous sommes sérieux... Si nous sommes sérieux, hein, je vous dis, madame, quand vous prenez, je prends l'exemple banal, hein, quand vous prenez par exemple l'église ACK de pasteur Mukuna, s'ils déversent tous ces fidèles dans la rue, c'est combien de personnes? Comparé à ce qui s'est fait là. Parce qu'on nous a dit ici que l'église catholique et l'église protestante faisaient 90% de la population congolaise. Donc, si on prend 90% de la population congolaise et qu'on déduisait, on est dans la ville de Kinshasa, une ville de près de 14 millions d'habitants. Si on prend ne fût-ce qu'1%, on devait avoir 1 400 000 Quinois dans la rue. Et c'était le cas. Il y a quelqu'un qui disait hier que cette population qui est descendue hier était plus que la population qui a accueilli Félix Tshisekedi lorsqu'il a regagné. Oui, madame, bien sûr, bien entendu. Cette population pouvait être estimée à 350 personnes. 350? Oui, si, ils étaient nombreux. Ou c'est de mauvaise foi que vous êtes en train de le dire? Non, mais ils étaient combien? Les images que nous avons vues là. C'était combien de personnes? 350 personnes, c'est pas peu, madame. C'est pas peu. Donc, il pouvait être... Tous les partis de l'opposition se sont mobilisés pour dire non à la tête de Kadima et son bureau. Oui, mais ils doivent être fiers que le PPRD a marché avec les militants de Martin Fayoulou ensemble, tous ensemble, ceux d'Adolphe Mouzito, tous ensemble ont chanté Kabila Zonga. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, nouvel élan d'Adolphe Mouzito et Essidé de Martin Fayoulou se sont mis d'accord avec le PPRD. Ensemble pour la République qui était ici. Ensemble pour la République aussi se sont mis d'accord. Les laïcs catholiques, protestants. Les laïcs catholiques, tous se sont mis d'accord pour le retour de Joseph Kabila. Vous vous rendez compte, madame? Ils ont chanté. Malheureusement, je comprends que vous avez accepté de bonne foi ou refusé de bonne foi de mettre cette chanson du PPRD avec les militants de Martin Fayoulou. Je crois que Martin Fayoulou avait déjà l'information. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'est pas... Il avait l'information qu'il s'était déjà coalisé pour chanter les retours de Joseph Kabila. Et vous voyez Martin Fayoulou accepter les retours de Joseph Kabila. C'est ce qui a fait que bloc? Martin Fayoulou... Non, c'était de bonne foi qu'il avait accepté. Bloc, mais maintenant, j'étais avec Yves Bouya. J'étais avec mon confrère Yves Bouya. Il me dit, Denis Kanida, tu me vois vraiment, moi, aller marcher avec les gens du PPRD?
Et je vois notre avocat, Maître Hervé Diakese, qui a toujours défendu les journalistes quand ils sont traînés en justice. Il a porté une chemise décorée en Rossi Mukendi. Mais malheureusement, il marchait avec les assassins de Rossi Mukendi. Vous vous imaginez? Moi, j'appelle cette marche-là la marche des contradictions. La marche des contradictions. C'est comme ça que Martin Fayoulou s'est ressaisi après. Il s'est ressaisi. Et moi, je crois que si le gouverneur de la ville avait interdit cette marche-là, Martin Fayoulou serait sorti. Adolphe Mouzitou serait sorti. Mais comme le gouverneur avait autorisé... C'était une bonne décision? C'était une très bonne décision. La police nationale congolaise est venue encadrer les manifestants. Ça a mis mal à l'aise Martin Fayoulou. Pas de gaz lacrymogène? Pas de gaz lacrymogène. Ils étaient mal à l'aise. Parce que eux s'attendent toujours qu'il y ait des casses, qu'il y ait des morts. Malheureusement, 0 mort, 0 blessé, 0 arrêté. On parle d'un régime de dictateurs, on l'a entendu là-bas, scandé par-ci, par-là. Mais bon, on a quand même vu les images de cette marche-là passer sur la RTNC. On a vu la police qui a encadré cette marche. C'est la dictature, ça? Il y a même le FCC qui a crié, il a dit, nous ne voulons pas de la dictature. C'est pourquoi je vous dis, madame, ça, ce n'est pas la démocratie avec le peuple. La démocratie avec le peuple se trouve aux côtés du président Tshisekedi. Ça, c'est tout à fait clair. Ces gens n'ont pas le peuple avec eux. S'il faut parler du peuple, évidemment, ils vont parler aussi du peuple, mais c'est 350 personnes qui avaient marché. Oui, c'est aussi le peuple. Mais lorsqu'on parle du peuple, c'est la majorité du peuple congolais. Ils ont dit qu'on va marcher dans toutes les 26 provinces de la RDC. Provinces de la RDC. Vous avez vu une marche dans quelle autre province? C'est pour vous dire que c'est une blague de mauvais goût. Des gens qui veulent empêcher au président de la République de pouvoir travailler pour les Congolais. L'heure est au travail. Qu'on laisse le président de la République travailler pour que les enseignants soient payés dignement. Qu'on laisse le président de la République travailler pour que les Congolais aient à manger dans leur assiette. C'est ça. C'est ça que les Congolais attendent. Mais comme eux, ils veulent torpiller l'action du président de la République, il faut bloquer, il faut organiser les marches, mais des marches qui ne sont pas prometteurs. Moi, je leur lance ce défi. S'ils veulent concurrencer le parti d'Etienne Tshisekedi, l'UDPS, qu'ils en appellent aussi à une journée ville morte. On va voir. Qu'ils en appellent à des journées ville mortes, on verra leur force. Les CALCC, le Ambongo et les autres, qu'ils en appellent à des journées ville mortes, on va voir leur force. On va voir s'ils ont le peuple avec eux. Mais le bloc promet de maintenir la pression jusqu'à ce que la mise en place qu'eux considèrent irrégulière et illégale du bureau CENI soit annulée. Donc ils vont continuer dans ce bloc-là, FCC, Ensemble, Fayoulou, Glamouka et les autres. Il m'arrive de poser des questions parfois à certains politiciens et à des confrères politiques qui sont dans le camp du statu quo. Je leur dis, bon, ok. Le président de la République accepte l'hypothèse de Martin Fayoulou, de M. Ambongo, le cardinal, de M. Ncholet. Il dit, ok, je retire Denis Kadima. Et après, qu'est-ce qui suit? Vous êtes dans une contradiction totale. Vous dites aux Congolais, pas de glissement. Élection en 2023. Nous avons déjà un bureau mis en place qui doit travailler pour respecter le calendrier de la mise en place du bureau de la CENI. Il faut respecter ce calendrier. Il faut aller vite à une loi électorale pour l'organisation des élections. Mais vous dites, non, non, on enlève ce bureau-là, on reprend le processus à zéro. Et c'est le temps qui passe. Vous ne voyez pas que on veut une chose et son contraire. On ne veut pas du glissement, mais on ne veut pas du bureau qui est déjà mis en place pour pouvoir travailler et empêcher le glissement. Qu'est-ce qu'on veut au fait? On veut le dialogue.
Des intérêts personnels? Des intérêts personnels, madame. C'est le dialogue qu'on cherche. Le dialogue pour que, finalement, Martin Fayoulou se retrouve avec ces gens dans les institutions, dans le gouvernement, dans les institutions d'appui à la démocratie. Et comme ça, il a un peu d'argent parce qu'il est fauché aujourd'hui. Martin Fayoulou, disons-nous la vérité. Il a un peu d'argent. Il est fauché. Il a besoin d'un peu d'argent. Et comment il peut avoir ce peu d'argent-là? Ce n'est pas avec son hôtel. Je suis désolé. C'est être aux affaires. C'est être aux affaires, être dans les institutions. Placer ses ministres, placer ses ambassadeurs, placer ses pions par-ci par-là. Et comme ça, il a un peu plus d'argent pour trouver les moyens de payer la caution de ses candidats, les moyens de pouvoir battre les campagnes. C'est tout ce qu'il cherche. Permettez-moi de vous poser cette question avant de prendre le dernier dossier de cette rétrospective de la semaine. Hier, dans la rue, on a vu Ensemble pour la République, qui aujourd'hui est membre de l'Union Sacrée de la Nation. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec ce parti? Non, mais... On attendait toujours les résolutions des consultations qui n'arrivent toujours pas jusqu'à... Il faut comprendre que c'est un parti qui est divisé aujourd'hui. Le parti est divisé. Le parti est divisé, mais ils ne veulent pas l'admettre. Ensemble pour la République est divisé. La plateforme est divisée. Près de 40 députés nationaux ont dit non à la tentative du président Moïse Katumbi. La quasi-totalité des ministres qui sont au gouvernement ont dit non au président Moïse Katumbi. C'est ce qui signifie que, vous voyez cette division-là, il y en a qui sont sur la rue pour revendiquer, mais il y en a qui sont dans les institutions. Mais le président Katumbi, aujourd'hui, il gagne l'argent de ceux qui sont dans les institutions. Parce qu'il rétrocède au parti. Il rétrocède à la plateforme. Le président Moïse Katumbi a un gain au gouvernement. Il a un gain à l'Assemblée nationale. Donc il a un pas dans l'Union Sacrée, un autre... C'est ça la contradiction que je ne comprends pas. Vous êtes dans la rue pour marcher avec le PPRD et les autres, mais entre-temps, vous bouffez l'argent. On a oublié Rossi Mukendi, on a oublié le son, on a oublié la répression des marches, Fayoulou a oublié tout ça. Rossi Mukendi, Bateres Kapanga, Bakangi, Martin Fayoulou, na leur fumuzitu na Kingodi Ngodi. Moi, il babi mana marche, parce que leurs assassins étaient dans la rue. Alors, vous venez pour marcher avec, alors, Bakangi, Martin Fayoulou, Bakangi, Adolphe Mouzit, Boko Bimate. Vous n'allez pas sortir. Et Martin Fayoulou, il sait qu'il ne peut pas se mettre aux côtés des assassins de Rossi Mukendi, de Thérèse Kapang. Il le sait. Aujourd'hui, si nous suivons la logique de la marche d'hier, c'est la tête de Kadima et son bureau qui fâche plus d'un parti. Que faut-il faire pour mettre tous les camps d'accord afin d'avoir des élections libres, apaisées en 2023? On ne peut pas malheureusement mettre tout le monde d'accord. C'est impossible. C'est impossible, c'est ça la démocratie. Le l'UDPS fonce. Ça ne s'appelle pas forcing. Parce ça que s'appelle l'opposition, même vous savez c'est quoi la démocratie, madame? Les églises sont la démocratie, c'est lorsque vous êtes à 8 et que 6 disent oui et que 2 disent non. C'est ça, ça s'appelle démocratie. Ça s'appelle comme ça. C'est seulement ici au Congo que les gens veulent appeler ça forcing. Mais partout au monde, en France, en Amérique, en Russie, partout, on appelle ça démocratie. Quand vous êtes à 8, 6 disent oui, 2 disent non, ça s'appelle démocratie. Madame, Messieurs, place au dernier dossier de votre magazine Info 7. Projet de loi des finances rectificative et reddition des comptes, les ministres des Finances et Budget sont revenus devant les élus nationaux pour répondre aux préoccupations de la représentation nationale. Le premier à prendre la parole, le ministre du Budget. Ce dernier a résumé les préoccupations des élus en 6 thématiques. Il s'agit notamment de l'opportunité et de la nécessité du présent collectif budgétaire, de l'inadéquation entre les ressources d'État et les potentiels réels du pays, de la question relative au budget annexe et comptes spéciaux, ainsi que la décentralisation budgétaire. À en croire Aimé Bonji, cette démarche vise à réajuster les agrégats économiques et redéfinir la trajectoire des finances publiques
au regard des récentes évolutions de la situation socio-économique en République démocratique du Congo. Tous mes remerciements à l'endroit des honorables députés de l'Assemblée nationale pour avoir accepté de recevoir à l'unanimité d'ailleurs le projet de loi portant rectification de la loi des finances pour l'exercice 2021. Il s'agit ici d'une loi d'amélioration des conditions de vie des Congolais et tel que nous l'avons expliqué aux députés, depuis que nous sommes en fonction, nous avons initié plusieurs actions d'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Nous avons initié aussi des réformes pour consolider cette amélioration de recettes de l'État. Et parmi les actions que nous pouvons citer, dans le secteur de la santé, nous avons non seulement intégré à peu près 2400 nouveaux médecins, nous avons intégré plus de 5000 agents pro santé et nous avons négocié des améliorations des barèmes des médecins et de ces agents pro santé. Dans le secteur de la fonction publique, nous avons intégré plus de 20 000 agents et cadres. Nous avons, dans le secteur de la défense, intégré plus de 18 000 militaires et j'en passe. Juste après les réponses fournies par le ministre du Budget, Aimé Bonji, ainsi que celles du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, la représentation nationale a déclaré recevable le projet de loi des finances rectificative exercice 2021 et la reddition des comptes des finances 2020. Mais je crois qu'il faut qu'on regarde les choses telles qu'il faut le regarder. Pour commencer, ce simple voyage dont vous parlez, vous avez parlé d'Israël, vous avez parlé du G20, vous avez parlé de Glasgow. Pour ne parler que de Glasgow, le président ramène 500 millions de dollars pour la protection de nos forêts. Alors, s'il faut aller dans les chiffres, il faut parler du G20. Il n'y a pas longtemps, le G20 a accordé des facilités pour des pays, notamment africains. La RDC a bénéficié d'1,5 milliard en droit des tirages spéciaux. Et là, le président de la République, parce qu'il porte la voix de l'Afrique, a continué les plaidoyers. Je vous parle pas de ce qui s'est préparé avec Israël pour ce qui concerne l'éducation, pour ce qui concerne l'agriculture. Alors, je comprends que les gens veuillent voir un peu plus les présidents dans le pays, mais ils les verront bientôt parce que nous avons finalisé le programme de 145 territoires et le président passera beaucoup plus de temps à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'il se déplace énormément à l'étranger. Les dividendes, on a une idée, monsieur le ministre, des dividendes depuis le début de son mandat. Je vous ai dit que pour ce voyage, on a parlé de 3 voyages. Je vous ai donné un seul exemple qui ramène 500 millions de dollars. Je pourrais vous donner davantage des détails pour ce qui concerne le G20 et pour ce qui concerne la coopération avec Israël. Ici, ce qu'il faut comprendre, Rohan, c'est qu'on a fait 2 ans où les pays, entre 2016 et 2018, les pays étaient presque en isolation. Vous connaissez les contextes dans lesquels nous étions. La République démocratique du Congo est un pays puissant avec 9 voisins, qui a vocation aujourd'hui, on l'appelle pays solution, notamment pour des problèmes environnementaux, qui a vocation à jouer un rôle de premier plan. Je voudrais même pas, pour cette année, parler du fait que le président de la République est président de l'Union africaine, il faut pas l'oublier. Et donc, c'est lui qui porte toutes les causes africaines. Aujourd'hui, on parle d'insécurité, on parle de lutte contre la Covid-19, on parle de toutes ces réunions, de G20, de climat. Et donc, le président de la République a, à son corps défendant, souvent, l'obligation de prendre l'avion pour voyager. Et donc, aucun voyage du président de la République n'a été fait sans que cela nous rapporte quelque chose au pays. Je crois qu'ici, il y a un problème de communication, et d'ailleurs, nous sommes en train de travailler pour l'améliorer. De mon retour, nous ferons ce qu'on appelle un briefing spécial avec mon collègue des Finances pour expliquer ce que le président de la République a pu ramener. Et nous sommes au mois d'octobre, au mois de novembre débutant, pour simplement, cette année, la République a gagné 4 milliards de dollars. Du fait des déplacements du président de la République, parce que nous avons repris le programme avec le Fonds monétaire international, donc à travers la facilité élargie des crédits, c'est 1,5 milliard. Ensuite, il y a les droits des tirages spéciaux, 1,5 milliard. Aujourd'hui, nous avons atteint le record en termes de réserve, 3,3 milliards, jamais atteint par le passé. Et il y a le milliard qu'on a récupéré chez le Qatari. Si je compte le mois dernier, si je compte le milliard de forêt, nous sommes à 5 milliards en une année. Et donc, pour le reste, c'est des projets d'investissement. Je crois que les compatriotes ont raison, parce qu'ils veulent voir un peu plus le président de la République. Mais nous prenons la responsabilité de communiquer davantage pour que les gens comprennent qu'aucun voyage de président de la République n'est le fait du hasard. Le projet de loi de finances rectificatif améliore les prévisions budgétaires à hauteur
presque de 14%, une première. Votre réaction à chaud? Non, mais moi je me pose finalement la question, ceux qui disent que le gouvernement Sama Lukonde ne fait rien, ils trouvent ça où? Parce que nous, on voit comment ce gouvernement travaille. C'est pour la première fois depuis que ce pays existe que l'on puisse avoir un projet rectificatif de la loi des finances. Et puis le gouvernement est venu à mi-parcours de la Voilà. Donc, c'est dire aujourd'hui aux Congolais qu'il y a le travail qui est en train de se faire. Mais seulement, les résultats viennent progressivement. On demandait, c'est quoi le travail que l'IGF fait, nanani, nanana, on ne voit pas les résultats, mais les résultats sont là. Plus de 50 000 agents de l'État seront repris aujourd'hui dans l'amélioration des conditions salariales dans une période comme celle que vous dites là de Covid-19. Et puis on dira que rien ne se fait. Rien ne s'est fait. On dira en lingala, nini totalité. Vous savez, la mauvaise foi tellement, c'est comme je disais, la mauvaise foi atteint un niveau qui dépasse le niveau de notre souffrance. À telle enseigne qu'on ne sait pas voir ce qui se fait. Ce qui se fait là, ça ne s'est jamais fait dans ce pays. Mais les gens ne comprennent pas. C'est une première. C'est une première. C'est plus de 50 000 agents qui seront pris. Plus de 2400 médecins, plus de 20 000 agents, et tout ça de l'administration publique, plus de 18 000 militaires, ainsi de suite. Ça n'a jamais été le cas. Mais je crois que le président de la République doit maintenir le cap. Ce n'est pas encore suffisant. Parce que ce budget-là, il part de 7 milliards à près de 10. Je crois que ce n'est à près de 8 milliards. Ce n'est pas suffisant. C'était ça sa promesse électorale. Il avait dit la RDC atteindra 80 milliards de dollars américains en 10 ans. Donc c'est possible d'aller même au-delà. C'est possible d'aller au-delà. Question de volonté. Parce que si aujourd'hui, nous pouvons avoir dans un mandat, dans une année, dans un exercice, 8 milliards, ça signifie qu'en 10 ans, il est possible d'atteindre les 80 milliards que le président de la République avait promis aux Congolais. Mais seulement si le Congolais continue à résister, ils vont commencer à vivre ce que le président Martin Fayulu a vu avec le président Adolphe Muzitu. Comme je disais là, ils voulaient sortir de leur maison pour aller à la marche. Ils ont vu, le président Martin voulait sortir, il a vu Rossi Mukendi. Tu veux aller où? Tu ne vas nulle part. Marcher avec mes assassins, tu ne sors pas. Le président Adolphe Muzitu voulait sortir. Il a vu Thérèse Kapanga la sortir. Il a dit, tu ne sors pas. Les gens qui sont aujourd'hui en train de faire montrent de mauvaise foi. Qu'ils continuent comme ça. Ça va se passer comme du temps de la Bible. Les 4 lépreux. Ils sont venus dire, non, non, là-bas c'est ouvert. En Syrie c'est ouvert. Il y a à manger et à boire là-bas. Non, 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 non. Jamais pareille chose va se produire. Mais quand ils sont restés là, le gardien qui était à la porte du roi, qui avait refusé d'écouter ce que les 4 lépreux disaient, quand les histoires ont commencé à entrer, il est mort là. Les gens qui refusent le changement qui s'opère dans ce pays, ils verront le changement. Mais peut-être certains le verront de loin. Mais vous ne pensez pas que la population a aussi raison de s'inquiéter parce qu'on ne communique pas sur les actions du président et tout ce qui se passe? Les réalisations du régime Tshisekedi. Malheureusement, il y a un document qui est en train de circuler, je crois qu'il arrivera à Congo Web, où moi j'ai vu les réalisations du chef de l'État dans ses voyages. On a menti aux Congolais. On a dit aux Congolais les voyages du chef de l'État, il a effectué 120 voyages qui ont coûté 500 millions de dollars américains au trésor public. Mensonge. Tous les voyages du chef de l'État, il n'a même pas fait 50 voyages. Alors que fait ces voyages-là ont coûté d'abord 50 millions de dollars seulement. Et ils ont ramené plus de 4 milliards de dollars américains. Donc c'est dire qu'on doit arrêter de mentir aux Congolais parce qu'il y a déficit de communication. Déficit de communication, oui. Mais il ne faut pas qu'à la place, les Congolais cèdent à l'intoxication et à la désinformation dont fait usage
les camps du statu quo qui est en train de mentir aux Congolais aujourd'hui. Mais je crois qu'il est temps, nous allons nous en charger pour communiquer suffisamment aux Congolais, montrer aux Congolais qu'est-ce qui est en train d'être fait aujourd'hui par le pouvoir de Félix Tshisekedi. Vous venez d'évoquer la question relative aux différents déplacements du chef de l'État. Pourquoi ces voyages fâchent certains politiques, certains Congolais? Parce que simplement le président Tshisekedi est en train de remettre le pays en confiance auprès des institutions internationales. Le Congo n'avait plus sa place. On n'était plus crédible. Quand on amenait l'argent par la Banque mondiale, par le FMI, les dirigeants bouffaient cet argent. Ils bouffaient. Ils prenaient cet argent et une fois logés dans la Banque centrale, les gens avaient des cartes Visa qui leur donnaient le droit d'aller prendre directement à la Banque centrale. Vous parlez de proches de l'ancien président Joseph Kabila? Tout à fait. Le pays n'était plus crédible, madame. Mais aujourd'hui, il fallait que le président de la République se déplace. Non, c'était important. Lui-même, il était important. Pour redonner confiance, amener un nouveau narratif. Pour dire, voilà, moi je viens. Regardez ce que je suis en train de faire chez moi. Non, il fallait des garanties. Avec l'inspection générale des finances, qui existait toujours, mais qui ne faisait rien. Mais aujourd'hui, avec cette inspection, on redonne confiance auprès des bailleurs de fonds, qui reviennent avec force. Mais l'inspection générale des finances aussi fait le travail que là où il n'y a pas le proche du président, il n'y a pas les membres de l'Union sacrée. Madame, c'est la question que se pose plus d'un Congolais. L'inspection générale des finances n'arrête personne. L'inspection générale des finances fait des rapports au président de la République, aux cours et tribunaux. Il appartient aux cours et tribunaux de pouvoir interpeller. Mais à la présidence de la République, il y a qui? Il y a qui là-bas qui doit être interpellé? Les conseillers ont que le budget. Clean. Le travail se fait bien. Les conseillers du président de la République gèrent quel budget? C'est ça le problème, madame, excusez-moi. C'est ça le problème. Est-ce que les conseillers du président... Je vous rappelle, madame, et à ceux qui nous suivent, que le budget de l'État, il se gère au niveau du gouvernement. C'est ça qu'on appelle l'exécutif national. C'est l'exécutif national qui gère le budget de l'État. Les conseillers du président de la République ne gèrent pas le budget de l'État, madame. Alors, on veut qu'on arrête qui là-bas? Les conseillers du président de la République, à la limite, ils ont leurs frais d'émission. Vous voulez qu'ils gèrent quoi? L'argent pour la construction des routes? Non, mais ça, ce n'est pas le président de la République. Ça, c'est le gouvernement. Et lorsqu'on parle du gouvernement, on voit les ministres, on voit les entreprises de l'État, on voit les entreprises publiques qui gèrent les projets dans le cadre de partenariats. Et comment on veut qu'on arrête les conseils du président de la République? Mais si un conseil du président de la République s'est méconduit, il sera arrêté. Les Congolais s'impatientent. Petit à petit, les Congolais commencent à tourner le dos au président de la République. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Nous sommes pratiquement à la fin de ce rendez-vous. Non, mais je ne vois pas quel est ce Congolais aujourd'hui qui peut tourner le dos au président de la République. Ceux qui sont descendus dans la rue. Vous avez suivi pour dire avec non. moi, au mois de septembre, il y a des sondages qui ont été faits par nos confrères journalistes sur Twitter. Tous ces sondages qui ont apparu successivement ont démontré que le président de la République occupait la tête des sondages d'opinion. Il y a eu même un autre sondage proche du camp du président Moïse Katumbi. Ce sondage-là a donné le président Tshisekedi la tête des sondages d'opinion. Alors, je ne vois pas, nous sommes dans un pays démocratique. Le président de la République, je pense que c'est un président qui n'est pas dans une dynamique de pouvoir dire à tous les Congolais d'être d'accord avec lui. Sinon, c'est ça la dictature. Il est un président qui croit que tous les Congolais n'ont pas l'obligation de pouvoir croire en lui. Johnny Kaninda, pardon, vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que vous êtes un journaliste engagé? Oui, je suis un journaliste engagé. Pourquoi? Parce que j'estime que ce pays nécessite quand même qu'à un certain moment
qu'on puisse s'engager dans une lutte pour l'avènement de ce qu'on appelle l'état de droit. L'avènement de ce qu'on appelle un état égalitaire où tous les citoyens ont les mêmes droits, ont les mêmes obligations. Une dernière question. Que faut-il aujourd'hui pour rétablir la paix au sein de l'Union nationale de la presse du Congo? Il faut que nos aînés puissent reconsidérer l'UNPC. C'est-à-dire? Nous avons des aînés qui continuent à prester. Pas ceux qui sont aujourd'hui devenus bureaucrates, mais ceux qui continuent à prester doivent aujourd'hui nous appeler tous les journalistes politiques, nous mettre autour d'une table. Moi, je ne crois pas trop en ce qu'on a appelé là états généraux de la communication. C'est que le président de la République avait promis au feu Kassunga Chilunde, c'était les états généraux de la presse et non les états généraux de la communication. Ça, c'est tout à fait autre chose. Et moi, je n'attends rien de ça. Vraiment rien. C'est pourquoi j'en appelle aux aînés qui exercent encore de pouvoir mettre autour d'une table les journalistes politiques pour pouvoir débattre des vraies questions des journalistes qui exercent encore. Et en ce moment-là, nous pouvons trouver une solution. C'est complètement fini. Vous avez oublié quelque chose? Non, juste dire aux Congolais de ne pas oublier que nous avons deux camps dans ce pays, le camp du statu quo et le camp du changement. Le camp du changement, c'est celui qui pense que les choses doivent changer. Le camp du statu quo, c'est celui qui pense que les choses ne doivent pas changer parce qu'il y a une poignée de personnes qui se retrouvent dans l'ancien système. Il faut que ce système-là demeure. Mais je pense que nous devons soutenir le changement avec le président Félix Tshisekedi. Madame, Monsieur Diony Kaninda, notre invité de ce jour est promoteur de Congo Market TV, une chaîne YouTube. Il est également journaliste et éditorialiste. Vous l'aviez entendu, il a précisé que c'est un journaliste engagé. Merci de votre participation. Madame. Merci à Congo Web. Madame, Messieurs, merci à vous d'avoir été nombreux au rendez-vous de votre magazine Info 7. Je ne cesserai de le dire, Info 7, un magazine de Congo Web Télévision. Info 7, votre magazine. Info 7, notre magazine. Restez toujours fidèles et merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Congo Web Télévision, sans oublier le directeur général Biladi qui est avec nous et également Maurice Gigando, Jules Chibamba, Alvake Diazo. Merci, au revoir, à la prochaine.